Donc, je vous souhaite la bienvenue à cette rencontre de transfert des connaissances pour le programme de recherche-action pour un vieillissement actif de la population du Québec pendant une période de confinement. Je suis Karine Gendron, responsable de programme à la direction des actions concertées du Fonds de recherche du Québec. Puis, j'aurai le plaisir d'animer cette rencontre aujourd'hui. D'ailleurs, cette activité nous permettra d'en connaître davantage sur les résultats issus de deux recherches-actions menées dans le cadre du programme de recherche-action pour un vieillissement actif de la population du Québec pendant une période de confinement. Cette édition du programme a d'ailleurs permis le financement de 9 projets de recherche-action, il faut le souligner, et plusieurs activités de transfert auront lieu dans les prochains mois pour divulguer les résultats de ces recherches et pour réfléchir à comment changer la pratique en fonction de ces nouvelles connaissances acquises. Donc aujourd'hui, c'est la première de ces rencontres. On est très content d'être ici avec nos chercheuses, nos premières à nous présenter leurs résultats de recherche, soit Marie-Ève Bédard du Cégep de Drummondville et puis Maude Dessureau de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Donc, elles vont nous présenter les grandes lignes de leur recherche pour une rencontre qui devrait se terminer autour de 15 heures. Avant tout, je préciserai que ces deux recherches-actions ont pu être réalisées grâce à un partenariat très précieux du FRQ avec le secrétariat aux aînés du ministère de la Santé et des Services sociaux. Ce partenariat a d'ailleurs permis le financement de plusieurs éditions du programme en vieillissement actif, puis nous les remercions chaleureusement pour l'implication active du secrétariat dans le soutien de la recherche, dans la reconnaissance qu'il a également de l'importance de ces recherches pour éclairer les décisions, les stratégies, les actions gouvernementales à mettre de l'avant pour appuyer les milieux pratiques puis citoyens. Il faut savoir que les programmes des actions concertées sont entièrement financés par des partenaires qui définissent les besoins et les objectifs de recherche. Donc, le fonds est quant à lui responsable de la gestion du programme, mais le financement vient à 100 de notre partenaire. Cette gestion, qui est assurée par le fonds, va de la coordination des comités d'évaluation des dossiers déposés à l'organisation déposés jusqu'à l'organisation des différentes rencontres qui vont permettre aux équipes de recherche de discuter avec les partenaires des ministères et aussi avec les gens des milieux des résultats de leur recherche. Donc, nous nous assurons évidemment du respect de la liberté académique et de la propriété intellectuelle des chercheurs et des chercheuses. Puis, au terme de chaque recherche menée aux actions concertées, le Fonds organise une activité de transfert des connaissances qui va permettre de favoriser l'appropriation de ces connaissances par les milieux utilisateurs. Donc, c'est autour de cette rencontre que nous sommes réunis aujourd'hui. Non seulement le partenaire, donc ici le secrétariat aux aînés du M3S, finance le programme et suit les projets qui vont être financés donc tout au long de leur progression, mais il est également l'instigateur du programme. C'est lui qui va avoir défini les objectifs, comme je l'ai dit plus tôt, les besoins de connaissances à combler. C'est pourquoi je laisserai Isabelle Hardy, conseillère aux opérations et développement des partenariats à la direction du secrétariat aux aînés du N3S, à vous présenter le programme en question. Merci beaucoup. Donc oui, effectivement, là, notre programme de recherche-action pour un vieillissement actif de la population du Québec, en fait, là, est tiré de notre plan d'action précédent, là, donc le plan d'action 2018-2023, Un Québec pour tous les âges, qui lui-même découle de la politique Vieillir et vivre ensemble chez soi dans sa communauté. Donc, dans ce plan d'action-là, en fait, là, on avait instauré une mesure qui consistait à encourager et à soutenir la recherche, plus précisément la recherche-action. Et notre objectif, c'était vraiment d'approfondir les connaissances là, sur différents aspects touchant le vieillissement. Mais on voulait également que la communauté scientifique puisse créer un partenariat avec des organismes du milieu, donc des organismes sans but lucratif qui interviennent auprès des personnes aînées. Donc, on voulait qu'ils ou elles expérimentent ensemble, qu'ils testent des pratiques, des approches, des outils afin d'outiller là, les organismes, enfin, en fait, de les aider à mieux répondre aux besoins des personnes aînées.
Donc, on a lancé là, notre premier appel de projet en 2019 et on a financé jusqu'à maintenant 5 cohortes de chercheurs et chercheuses. Et ben, on est très, très heureux là, d'être ici aujourd'hui, là, d'assister. Là, en fait, les chercheuses qui sont présentes aujourd'hui font partie de la cohorte 2020-2021. Donc, ils ont eu un petit défi de plus, c'est-à-dire de faire leurs travaux durant le confinement. Donc, on vous remercie et on est très content de pouvoir assister aujourd'hui à la présentation des résultats. Merci Isabelle pour la présentation très claire de ce programme, puis aussi de tous ceux qui l'ont pu engendrer. Euh, donc, avant d'entendre Marie-Ève Bédard, qui sera la première à intervenir, j'aimerais rappeler quelques consignes, quelques modalités pour la séance d'aujourd'hui. Donc, vous êtes plusieurs avec nous pour discuter des deux projets. Vous provenez de milieux diversifiés, là, ce qui promet en fait des belles discussions à la fin, des belles questions. Pour ce qui est du déroulement de la séance, chaque équipe va disposer de 30 minutes de parole pour nous présenter les résultats de leur recherche, puis nous les entendrons tour à tour. Après ce 30 minutes, nous aurons un 15 minutes pour poser des questions, offrir des commentaires aux chercheuses qui nous présenteront. Donc, je vous invite vraiment à soit retenir vos questions, soit les écrire tout de suite dans la boîte de discussion. Vos caméras, vos micros ne peuvent pas s'activer, donc c'est normal. Seulement, je vais faire votre porte-voix, en fait. Je vais relayer les questions que vous allez avoir inscrites dans la boîte de discussion. On va les relayer à la toute fin, donc pas au fur et à mesure. Mais si vous avez vraiment peur d'échapper une idée, n'hésitez pas, inscrivez le tout dans la boîte de discussion au fur et à mesure. Puis nous tenterons là, d'avoir assez de temps pour pouvoir relayer votre question. Je vous précise également que cette présentation va être diffusée sur le site Web du Fonds de recherche. Par contre, la période de questions ne sera, quant à elle, pas enregistrée. Les questions aussi que vous poserez vont être anonymes, donc ne seront pas visibles à l'ensemble des participants, des participantes. Donc, c'est important de rester avec nous jusqu'à la fin si vous voulez avoir justement bénéficié des commentaires, des questions, puis de cette période riche d'échanges qui fait souvent le dynamisme de ces rencontres de transfert. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. Je suis également accompagnée de ma collègue Samia Garba qui va pouvoir vous aider si vous avez un problème technique, vous n'entendez pas. N'hésitez pas à nous écrire, puis elle pourra répondre là, à vos questions sans problème. Puis je la remercie d'ailleurs de veiller sur nous comme ça. Alors, la première présentation, je l'ai dit, sera de Marie-Ève Bédard du Cégep de Drummondville. Elle aura 30 minutes pour nous présenter ses recherches, puis je l'invite à partager tranquillement son écran, sa présentation, pendant que je la présente. Donc, son projet s'intitule Violence conjugale chez les personnes aînées vivant à domicile en période de confinement, renforcer le sentiment de sécurité par une meilleure compréhension de ces situations et la réalisation, la diffusion et l'évaluation de capsules vidéo de sensibilisation. Marie-Ève Bédard œuvre en recherche sur le vieillissement depuis maintenant 15 ans. Actuellement directrice du Centre collégial d'expertise en gérontologie et co-directrice du Bureau de la recherche au Cégep de Drummondville, elle incarne une passion inébranlable pour le bien-être des personnes aînées et de leur réseau de soutien. Détentrice d'un doctorat en gérontologie, Marie-Ève a occupé divers rôles, notamment celui de chercheur au CCEG, où elle a mené de nombreuses recherches-actions et évaluations scientifiques, tant au Canada qu'à l'international. Son engagement a été déterminant dans la reconnaissance du CCEG comme Centre collégial de transfert de technologie en 2018, renforçant ainsi sa position comme un acteur essentiel dans la recherche sur le vieillissement. Marie-Ève perçoit son rôle de direction comme celui d'une facilitatrice. Elle s'efforce de soutenir, d'inspirer ses collègues, créant un environnement propice à l'épanouissement et à la collaboration. Sa vision est claire, faire du CCEG un leader reconnu à l'échelle internationale en matière de recherche sur le vieillissement, tout en développant des partenariats solides qui favorisent des innovations sociales et des transformations sociétales. Donc, Marie-Ève ainsi s'engage à bâtir une société plus inclusive
également, où chaque individu peut trouver sa place et contribuer à un avenir meilleur. Je la cite, en fait, elle affirme, en explorant les mystères du vieillissement, nous façonnons non seulement l'avenir de la science, mais aussi celui de la vie humaine. Chaque avancée que nous faisons aujourd'hui est une promesse de dignité et de bien-être pour les générations à venir. Cette année, poursuivons ensemble notre quête de mieux comprendre pour mieux accompagner. Donc, je ne la cite plus, je la laisse maintenant nous présenter ses recherches qui seront sans doute beaucoup plus intéressantes encore que ma présentation. Donc, à vous la parole pour les 30 prochaines minutes. Merci. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. C'est vraiment un beau bonheur d'être ici aujourd'hui pour vous présenter les capsules vidéo de sensibilisation. La violence conjugale n'arrête pas à l'âge de la retraite. Comprendre, agir et outiller. Donc, à quoi servent ces capsules vidéo de sensibilisation-là? C'est à sensibiliser les personnes aînées, les intervenants à la violence conjugale spécifique aux personnes aînées qui vivent à domicile en période de confinement, mais aussi de post-confinement, à ses conséquences et aux moyens de la prévenir et de la contrer. Elle découle du projet de recherche-action, oui, que Mme Gendron vient de nommer. C'est un projet qui a été réalisé de mars 2021 à mars 2023 avec les personnes ou les organisations que vous voyez à l'écran. Donc, le Centre collégial d'expertise en gérontologie du Cégep de Drummondville, le Living Lab en innovation verte du Cégep de Rivière-du-Loup, SOS Violence conjugale, la Maison d'hébergement Simone Monet-Chartrand, l'équipe de recherche appliquée interdisciplinaire sur les violences intimes, familiales et structurelles, ainsi que l'Institut et Haute École de la santé, La Source. La recherche-action a été financée par le FRQSC et son partenaire, le ministère de la Santé et des Services sociaux. Et dans cette recherche-là, il y avait 5 objectifs. D'abord, d'identifier et de mieux comprendre les situations de violence au sein des couples âgés vivant à domicile, notamment en période de confinement, d'identifier des interventions qui visent à les prévenir et à les contrer, de réaliser 5 capsules vidéo de sensibilisation qui s'adressent à des personnes aînées et leur entourage, de diffuser les capsules vidéo notamment auprès des personnes aînées québécoises, de les évaluer, leur diffusion, ainsi que leurs effets sur les personnes aînées vivant à domicile en période de confinement. Donc, au-delà de toutes les étapes habituelles d'un projet de recherche, comme la recension des écrits, le développement des capsules vidéo s'appuie sur les propos de 14 intervenants en violence conjugale de 8 régions du Québec qui ont été rencontrés lors d'entrevues. Ces personnes ont partagé des situations de violence qui vivent à domicile, auprès de personnes aînées qui vivent à domicile, notamment en période de confinement, et des interventions pour les prévenir ou les résoudre. Évidemment, rencontrer en entrevue des personnes aînées qui vivent une situation de violence n'aurait pas été possible en raison de plusieurs facteurs, dont la difficulté de les joindre accentuée en période de confinement, les enjeux éthiques et de sécurité que cela soulève. L'analyse de ces situations et de ces interventions ont permis de créer les scénarios qui sont contenus dans les capsules vidéo de sensibilisation. De plus, les 5 capsules ont été réalisées, diffusées et évaluées en impliquant des acteurs concernés par les situations de violence, notamment des personnes aînées et des intervenants en violence conjugale. Il y a un processus itératif qui a été privilégié, qui a permis de leur présenter les capsules, de recevoir leur rétroaction par rapport à celles-ci, de les bonifier de manière à ce qu'elles soient adaptées à un auditoire âgé et qu'elles répondent aux besoins des intervenants en violence conjugale. Au total, il y a 21 personnes aînées et 11 intervenants en violence conjugale qui ont participé à ces rencontres. Nous avions également un comité de travail qui était composé d'acteurs concernés par la violence conjugale chez les personnes aînées. Et nous avions une rencontre aux 2 mois afin de s'assurer que les capsules répondent à leurs besoins et qu'elles soient utiles et utilisées. Ce que nous allons voir aujourd'hui. D'abord, les fondements des capsules vidéo, la violence conjugale n'arrête pas à l'âge de la retraite. On va découvrir ensemble les capsules, prendre connaissance des conditions de succès à la diffusion des capsules, découvrir le contenu de la trousse d'accompagnement et passer à la période de questions. Donc, avant d'aller plus loin, qu'est-ce que la violence conjugale? Elle se caractérise par une série d'actes répétitifs qui se produisent généralement selon une courbe ascendante. Elle comprend les agressions psychologiques, verbales, physiques et sexuelles, ainsi que les actes de domination sur le plan économique. Elle ne résulte pas d'une perte de contrôle, mais constitue au contraire un moyen choisi pour dominer l'autre personne et affirmer son pouvoir sur elle. Elle peut être vécue dans une relation maritale, extramaritale ou amoureuse à tous les âges de la vie. Pourquoi était-il important de s'intéresser à la violence conjugale spécifique aux personnes aînées? Bon, évidemment, c'était le sujet de la recherche, mais au-delà de ça, pour préserver la santé des personnes aînées qui sont plus à risque de décéder des complications liées à la COVID-19, vous vous rappellerez, les gouvernements leur ont recommandé au printemps 2020 de rester à la maison.
En période de confinement, la violence conjugale spécifique aux personnes aînées peut être exacerbée. Et il y a plusieurs conditions qui peuvent être réunies, dont la préexistence d'un historique de violence conjugale, l'isolement social, la consommation d'alcool ou de drogue ou l'impossibilité de quitter le domicile. Depuis la période de confinement, SOS Violence conjugale et la maison d'hébergement Simone Monet-Chartrand ont constaté une augmentation du nombre de demandes d'aide, mais une diminution du nombre de demandes d'hébergement et en ont été inquiétés. À tout âge, la violence conjugale affecte les personnes qui la subissent, notamment sur les plans de leur santé, bien-être, qualité de vie et sécurité. Elle a aussi des répercussions sur leur famille et la société. En période de recrutement, ces conséquences peuvent être encore plus graves pour les personnes aînées violentées, notamment en raison d'un isolement social plus important. Il y a aussi des personnes aînées qui éprouvent des difficultés à dénoncer la violence, de même qu'à demander de l'aide pour différentes raisons. La honte, la peur du jugement, de ne pas être cru ou des représailles, le sentiment de culpabilité ou l'impossibilité de contacter quelqu'un pour se confier lorsque le ou la partenaire est à proximité. Parmi les stratégies qui se sont montrées efficaces pour prévenir la violence conjugale se trouve la sensibilisation, et s'il est souvent fait mention des femmes et des enfants dans les recherches et les médias traditionnels et sociaux, la violence conjugale spécifique aux personnes aînées apparaît invisible et banalisée. Il était donc pertinent, socialement et scientifiquement, de réaliser une recherche sur cette problématique actuelle et complexe, et c'est pourquoi le groupe d'organisations issues des domaines de la recherche et de la pratique du Québec et de Suisse se sont unis pour réaliser cette recherche-action. Maintenant, qu'a-t-on découvert? Concernant la nature des situations de violence conjugale chez les personnes aînées, on a vu qu'il y avait des exemples de comportements qui s'inscrivaient dans une action, comme par exemple frapper l'autre, mais aussi dans une inaction, comme d'omettre d'administrer les médicaments à l'autre. Donc, la violence peut prendre deux formes, active ou inactive, et se manifester dans 4 types, psychologique, physique, sexuelle, économique, matérielle ou financière. La violence verbale peut être incluse dans la violence psychologique parce que les agressions verbales, comme les menaces, vont rejoindre ceux de la violence psychologique. Alors, les propos sont un moyen d'exercer un pouvoir et du contrôle et d'atteindre l'intégrité psychologique de la personne aînée violentée. Il y a aussi la coercition, donc les enjeux de pouvoir, de contrôle, de domination dans tous les types de violences conjugales chez les personnes aînées, ce qui en fait un élément transversal aux autres types. Les formes, les types et les manifestations de violence peuvent évoluer ou se transformer. Il y a donc des interrelations entre eux. Ils ne sont pas mutuellement exclusifs et peuvent s'influencer. L'augmentation de la fréquence des situations de violence conjugale chez les personnes aînées en période de confinement a été nommée par des intervenants car il était plus facile pour les personnes ayant un comportement violent de maintenir un contrôle sur l'autre, notamment à cause des mesures de confinement. En outre, les personnes aînées peuvent être confrontées aux mêmes formes et types de violences conjugales que les personnes plus jeunes, mais il y a toutefois des spécificités dans les exemples de comportements, comme par exemple dénigrer le rôle de grand-mère. Alors, la violence conjugale chez les personnes aînées peut se produire dans différents milieux de vie, que ce soit à domicile, dans les résidences privées pour les personnes aînées ou dans les centres d'hébergement et de soins de longue durée. Concernant les dynamiques de violence conjugale, cette violence-là chez les personnes aînées peut se produire dans les relations de longue date, où on voit que la violence conjugale peut être présente depuis des années et se poursuivre pendant le vieillissement. La violence conjugale peut aussi être présente depuis des années et se poursuivre dans un contexte de proche aidance, par exemple lorsque le conjoint qui a un comportement violent devient l'aidé. Ça peut être vraiment difficile de subir de la violence et de devoir administrer les soins à l'autre. Il y a certaines femmes qui vivent de la violence de la part de leur conjoint qui est maintenant atteint de la maladie d'Alzheimer et qui craignent pour leur sécurité. Certaines se font dire qu'elles doivent quitter leur conjoint si elles souhaitent que ce dernier soit pris en charge par le réseau pour son hébergement, par exemple. Il y a même des personnes qui attendent que leur conjoint soit admis en centre d'hébergement pour avoir un répit. Elles se sentent parfois tenues d'aller le visiter tous les jours puisqu'une forme de domination se poursuit. Elles doivent demander la permission pour avoir de l'argent, par exemple, et le décès du conjoint peut amener une certaine libération. Dans les relations de longue date, on voit aussi que les rôles peuvent s'inverser. Donc, la personne violentée qui s'occupe du partenaire comme proche aidante va devenir la personne qui a un comportement violent. Il est alors important que la perception des intervenants ne s'arrête pas à la réalité de la personne qui violente ou néglige son partenaire, mais bien la prise en compte de son parcours de vie. Une personne violentée peut développer des comportements violents pour se protéger ou se défendre. Il y a aussi dans les relations de longue date un cas où la violence n'est pas rapportée, puis elle va s'installer plus tard dans la relation à la suite d'une transition ou d'un événement. Donc, un changement dans l'état de santé d'un partenaire peut modifier la relation ou la routine.
un conjoint qui doit répéter parce que sa femme n'entend pas bien, par exemple, qui peut faire émerger ou exacerber une dynamique de violence. On voit aussi, dans certaines relations, le fait que la violence est réciproque. Tant le partenaire qui prodigue les soins que celui qui les reçoit agissent violemment l'un envers l'autre. La violence peut aussi se produire dans de nouvelles relations intimes. Donc, les personnes qui ont déjà été victimisées, qui sont en situation de dépendance, peuvent s'accrocher au nouveau partenaire et les dynamiques de violence se réinstaller. Donc, on voit l'isolement, les enjeux d'abandon. Une personne aînée qui tombe amoureuse d'une personne sur le web qui tente de lui prendre de l'argent peut aussi être considérée comme une situation de violence conjugale parce qu'il y a une relation qui s'est installée. On voit aussi la violence dans des relations d'ex-conjoints. Le cas d'une femme qui a quitté son conjoint, mais qui est encore en contact avec lui pour s'occuper de leurs enfants adultes. Monsieur met de la pression sur madame pour qu'elle réponde à tous ses besoins immédiats, notamment de ses enfants pour le transport. Et cette femme doit apprendre à mettre ses limites, à se reconstruire, à ne plus hésiter avant de donner son avis. Quant aux facteurs de risque, il y a 3 grandes catégories de facteurs, donc individuels, contextuels, structurels et sociétaux, qui sont souvent cumulatifs et vont s'inter-influencer dans une même situation. Donc, il y a différents facteurs qui ciblent les personnes à risque d'être violentées, le genre, principalement les femmes qui subissent de la violence de la part de leur conjoint, les situations de vulnérabilité chez les personnes violentées, les problèmes de santé physique ou mentale, les incapacités, handicaps, les problèmes de mobilité, perte d'autonomie. Il y a certains facteurs personnels, comme une faible estime ou confiance en soi, isolement social, pauvre niveau de connaissance et d'accès aux ressources informationnelles, financières, matérielles, technologiques, la dépendance envers le conjoint, les antécédents de violence familiale et leurs conséquences, mais il n'y a pas de profil type de personnes vivant de la violence conjugale chez les personnes aînées, tant sur le plan du genre, de l'orientation sexuelle, du statut socio-économique, de la culture, de l'origine ethnique que de la religion. Concernant les personnes à risque de présenter des comportements violents, il y a certains facteurs individuels comme les antécédents de violence, les problèmes de santé mentale, l'abus de substances, l'importance du besoin de contrôle, de domination, de manipulation, le chantage, la jalousie, une propension à l'anxiété, un système de pensée rigide, des difficultés avec le changement, mais il n'y a pas non plus de profil de personnes violentes, bien que la proportion d'hommes soit plus élevée. La violence conjugale chez les personnes aînées peut également être commise par des femmes. Il y a aussi des facteurs contextuels, donc les périodes de difficultés financières, l'immigration, les transitions dans la vie des personnes aînées, comme le départ des enfants, la retraite, la ménopause, les mauvais états de santé des partenaires. Il y a aussi des réactions à une transition dans les rôles au sein même d'un couple. Par exemple, l'adoption de comportements d'émancipation chez certaines femmes quant au rôle traditionnel durant la relation. Il y a aussi des éléments propres à la pandémie, comme le confinement, bien évidemment. Il y avait un contact constant entre conjoints, il y avait un isolement accru, difficulté d'accès aux ressources également, et les changements dans les habitudes ou la peur et le stress liés à la pandémie. Il y a des facteurs structurels et sociétaux de violence conjugale, comme la persistance de normes sociales, le patriarcat, le sexisme, les stéréotypes genrés qui font que la socialisation des personnes aînées à une féminité traditionnelle contribue à l'adoption chez les femmes d'attitudes plus soumises face à leurs partenaires. Des facteurs générationnels, les personnes aînées qui ont été élevées dans une culture où les hommes avaient le pouvoir sur les femmes et où les responsabilités données aux hommes et aux femmes étaient très différentes. La violence conjugale est aussi un sujet encore tabou lorsqu'il est question des personnes aînées. La société tend à normaliser certains comportements sur le dos de contrôle ou de domination entre les conjoints âgés en raison des stéréotypes de genre au sein de cette génération. Concernant les conséquences, la violence engendre évidemment des conséquences néfastes pour les personnes qui la subissent, tant sur les plans psychologiques, physiques que sur les interactions sociales. Les conséquences psychologiques, une peine et une souffrance intérieure, la dévalorisation et faible estime de soi, diverses peurs, crainte du suicide de l'autre, d'être violenté physiquement, de perdre le contact avec ses petits-enfants ou de mourir, une tendance dépressive, une sensibilité prononcée, des sentiments de culpabilité, de regret, de frustration, d'humiliation, de résignation, divers sentiments de perte, de confiance en soi, d'identité, de pouvoir, de contrôle sur sa vie ou de sens à la vie, de repères, une destruction des habiletés d'adaptation, une dissonance cognitive entre les émotions vécues, la réalité et la réalité, une surmédication. Il y a aussi des intervenants qui ont nommé l'anxiété, les stress post-traumatiques, l'épuisement, la détresse, les difficultés à s'affirmer et à mettre ses limites. Il y a une intervenante qui mentionne que les personnes aînées violentées vivent une certaine déconnexion du corps et de l'âme. Elles sont dans l'anticipation, dans le « je vais essayer de tout faire pour ne pas que l'agression arrive ». Elles se déconnectent complètement d'elles-mêmes. Les femmes, tu les vois, elles n'ont plus de vie dans leurs yeux. Même dans la séparation physique, il y a certaines femmes qui vont demeurer psychologiquement liées aux besoins de leur mari. Est-ce qu'il mange? Est-ce qu'il va bien?
Il y a aussi des conséquences physiques, donc fatigue générale, tremblement, malaise cardiaque à l'abdomen, maux de tête, élévation de la pression artérielle, diverses blessures, bleus, douleurs, maux de ventre, migraines, brûlement d'estomac. Les personnes aînées ayant vécu de la violence conjugale auraient un moins bon état de santé, une espérance de vie plus courte. La violence physique aurait aussi un impact psychologique et vice-versa. Et le risque de mort par homicide ou féminicide augmente également en contexte de violence conjugale chez les personnes aînées. Il y a aussi des conséquences sur les interactions sociales, l'isolement, l'éviter de recevoir des amis à la maison, de prendre des distances sociales, différents problèmes sociaux liés au contexte de pandémie, l'isolement, la diminution des réseaux sociaux, la perte de liberté, des conséquences liées à une séparation, donc une femme qui doit modifier ses habitudes de vie parce que son ex-conjoint connaît son horaire de la coiffeuse, par exemple. Il y a différentes conséquences psychologiques et physiques qui sont en lien avec les violences sexuelles. Donc, la revictimisation durant le vieillissement d'une personne qui a vécu des traumatismes dans l'enfance peut expliquer qu'elle soit peu disposée à s'opposer ou à refuser des contacts sexuels et qu'elle se sente plus soumise et sans pouvoir. Une personne qui a vécu de la violence sexuelle peut aussi considérer son corps comme un objet et le laisser à la disposition de l'autre. Il y a des femmes qui croient ne pas avoir droit de retirer des bénéfices de l'acte sexuel et certaines peuvent même souffrir lorsqu'une voix sortie de la relation, elles constatent le contraire. La violence sexuelle peut aussi entraîner des conséquences physiques comme les douleurs et les ITSS. Il y a des intervenants qui ont mis de l'avant des conséquences pour les personnes ayant un comportement violent, telles que l'anxiété, l'insomnie, les pensées suicidaires et l'isolement. Il y a plusieurs facteurs qui représentent des obstacles à la demande d'aide qui sont propres à la personne aînée violentée, donc la honte et la gêne face à la situation, différentes peurs de ne pas être crue, des représailles, la fin de la relation qui est liée à plusieurs autres craintes comme la perte des biens liés à la vie commune, le fait de vieillir seul, de ne pas être en mesure d'endosser les responsabilités assumées par le partenaire. La culpabilité face à une séparation éventuelle, la fidélité à l'institution du mariage, la loyauté envers le partenaire, l'importance de l'unité familiale, les valeurs de judéo-chrétienne. Les difficultés lorsque le partenaire, la personne qui a un comportement violent est en situation de dépendance pour ses soins ou en raison de problèmes cognitifs ou physiques, c'est encore plus difficile de partir. Différentes croyances, rien ne peut être fait pour arrêter la violence conjugale chez les personnes aînées, être trop âgé pour obtenir de l'aide, pas de service pour les personnes aînées, obligation de quitter le nid familial pour obtenir de l'aide ou qu'aucune aide financière n'est disponible. Donc, c'est plusieurs croyances aussi. Certains éléments relationnels, les enfants adultes peuvent refuser de prendre position quant à une situation et même exercer des pressions pour empêcher de dévoiler la violence. Il y a plusieurs personnes qui tendent à minimiser ou normaliser les situations de violence. Il y a certaines personnes violentées qui ont la difficulté, à reconnaître la violence chez leur partenaire et mettre plutôt de l'avant d'autres causes comme l'apparition des troubles neurocognitifs. Et il y a même différentes stratégies qui sont mises en place pour composer avec la violence, comme le bénévolat à l'extérieur du domicile ou des personnes qui ont développé un seuil de tolérance très élevé à la violence. Il y a également l'anticipation de la période qui va suivre la dénonciation, qui peut provoquer une crise plus grande que celle qui existe et générer des enjeux qui vont durer plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Alors, le processus de demande d'aide et de rétablissement, c'est un projet à long terme et les personnes violentées peuvent se demander si elles ont l'énergie pour faire cette démarche-là. Et ça peut être exacerbé en contexte de limitation physique, de maladie ou de fatigue accrue. Il y a aussi des craintes liées aux répercussions de la dénonciation, répercussions pour la personne qui a un comportement violent, peur que les démarches ne respectent pas leur volonté ou le rythme désiré. Il y a certains freins propres à la personne qui a un comportement violent aussi, donc la crainte du jugement et de la stigmatisation, des représailles de la part du système, le manque de confiance et la croyance qu'elles n'arriveront pas à changer de comportement. Il y a aussi des facteurs propres aux ressources disponibles, donc l'absence de certitude quant à la sécurité dans les services d'aide, la non-acceptation des animaux de compagnie dans les lieux d'hébergement, l'absence de transport pour accéder aux ressources ou le manque d'accès en région rurale. Il y a des intervenants sociaux, juridiques et médicaux qui sont très peu informés ou outillés pour soutenir les personnes aînées qui vivent de la violence. L'agisme de la part des intervenants auprès des personnes aînées qui tend à affecter négativement leur empowerment et contribue à compromettre leur démarche de demande d'aide. Sur le plan sociétal, l'agisme et l'invisibilité des personnes aînées. Donc, il y a certaines personnes aînées qui ne dénoncent pas la violence qu'elles subissent ou ne quittent pas leur partenaire qui a un comportement violent parce qu'elles ont elles-mêmes intégré les stéréotypes et valeurs véhiculés par l'agisme.
Les personnes aînées sont aussi souvent oubliées lorsqu'il est question de violence conjugale. La société tend à normaliser les comportements violents sur le dos des valeurs traditionnelles. Et il y a différents obstacles liés au contexte de pandémie et de confinement. D'abord, l'exacerbation de la violence au domicile qui a été excusée par certaines personnes en raison du stress lié à la pandémie. Sur le plan des priorités en matière de santé, les informations liées à la COVID-19 ont été priorisées dans les médias alors que d'autres enjeux sociaux, dont les situations de violence conjugale chez les personnes aînées, ont été relégués à des sphères moins importantes durant cette période. La présence constante du partenaire au domicile qui compromet les démarches de demande d'aide, notamment les appels téléphoniques, puis la transformation des services d'aide en mode virtuel, qui sont peut-être des fois moins maîtrisés par certaines personnes aînées, et la pénurie de logements et de mobilier qui a pu compromettre certains déménagements. Concernant les interventions, il y a des interventions adaptées à mettre en place qui se déclinent en 4 niveaux. Les actions de sensibilisation et de prévention, donc il est vraiment important que les décideurs et les intervenants œuvrant auprès des personnes aînées soient sensibilisés à ce problème méconnu, que la sensibilisation rejoigne tous les groupes sociaux à tous les âges pour que plusieurs personnes soient en mesure de reconnaître les situations de violence conjugale chez les personnes aînées et de les dénoncer, de diversifier les représentations visuelles de la violence afin que toutes les personnes aînées puissent se reconnaître à travers les stratégies développées. Il faut renforcer le message qu'il n'y a pas d'âge pour changer sa façon de réagir ou de s'exprimer. L'agisme, le sexisme et tous les stéréotypes liés aux personnes aînées, donc, sont des facteurs qui sont liés à la violence conjugale auxquels il faut également s'attarder. Il faut poursuivre les actions auprès de toute la population pour contrer l'agisme, notamment les préjugés liés à la sexualité des personnes aînées et les stéréotypes sexuels. Il est important d'investir dans des stratégies qui visent à renforcer les relations sociales significatives chez les personnes aînées, de mieux faire connaître les ressources disponibles et les moyens d'y accéder par des campagnes qui utilisent divers moyens de communication et médias, d'aborder la notion de consentement chez les générations plus âgées pour prévenir les violences à caractère sexuel. Pour les formations, il faut mieux intervenir en situation de violence conjugale et la formation d'intervenants varie à la spécificité des besoins des personnes aînées sur les interventions particulières à mener. Les formations devraient retrouver les éléments suivants: les formes, types et manifestations de violence, l'évaluation des facteurs de risque au regard de l'agisme, des troubles neurocognitifs et du fardeau du proche aidant, les signes comportementaux et les indices de violence, l'impact des transitions de vie sur les dynamiques de violence, les barrières à quitter le partenaire. Il importe également de former aux aspects juridiques de la division des biens. Les formations devraient aussi mener à des outils concrets permettant d'accompagner les intervenants sur le terrain. L'importance de la formation des intervenants de santé pour soutenir un meilleur dépistage de la part des infirmières, des médecins, mais aussi de rejoindre d'autres types de professions comme les premiers répondants et les acteurs du milieu juridique. Il y a aussi des interventions adaptées lors de situations de violence conjugale chez les personnes aînées. Donc, la nécessité de mettre en place des services organisés, continus et de proximité pour mieux répondre aux besoins des personnes aînées, de prendre en compte les besoins spécifiques des personnes aînées lors de ces interventions, culture, langue, religion, etc. Il y a d'autres éléments clés qui ont été discutés, dont l'importance d'écouter avec ouverture et non-jugement, de prendre en considération le parcours de vie, de déboulonner les mythes et les croyances et d'éduquer en matière de violence conjugale, de contribuer à la reconnaissance par la personne aînée de la situation de violence conjugale vécue, de minimiser les rapports de pouvoir entre les intervenants et les personnes violentées, de soutenir la reprise du pouvoir et l'autodétermination, de proposer différentes options pour accompagner la personne dans une démarche qui correspond à sa réalité, à ses besoins, sans nécessairement, oui, s'orienter vers une rupture. Sur le plan des ressources d'hébergement, l'importance de valoriser leur contribution, d'offrir plus de place pour les personnes seules pour mieux répondre aux besoins des personnes aînées. Pour ce qui est des interventions qui ciblent les personnes qui ont un comportement violent, l'importance du non-jugement et des interventions qui favorisent l'autodétermination, le respect de l'histoire, du vécu et du rythme de chaque personne. Puis on souligne le défi accru de mieux rejoindre les hommes qui tendent à moins consulter. Ça prend aussi des instances de concertation sur la violence conjugale chez les personnes aînées, donc de structurer des mécanismes d'échange, de concertation entre les intervenants et les décideurs. Et ces instances vont permettre de partager tant les connaissances, les expertises et les stratégies pour développer des services et des interventions qui tiennent compte des aspects multidimensionnels de la violence conjugale. Il est important qu'il y ait des liens de collaboration étroits entre les ressources communautaires en violence, les organismes qui œuvrent auprès des personnes aînées et les divers acteurs du réseau de la santé et des services sociaux. Tout cela dit, pourquoi il fallait faire des capsules vidéo de sensibilisation?
C'est parce que contrairement à d'autres moyens de sensibilisation comme des dépliants ou des affiches, les capsules permettent de rejoindre une plus large population, d'amener les gens à s'identifier aux personnages représentés, d'amener les personnes violentes et l'entourage à agir dans de telles situations. Et les capsules qu'on a développées s'adressent aux personnes aînées et à leur entourage et peuvent être utilisées par des intervenants en violence conjugale. Elles sont un outil novateur de sensibilisation, d'éducation et de partage des connaissances avec la population. Donc, les personnes qui vont désirer en apprendre davantage sur la violence des personnes aînées qui vivent à domicile en période de confinement et les façons de la prévenir et de la contrer vont pouvoir utiliser cet outil-là. Et les organismes en violence conjugale québécois, canadiens, mais aussi internationaux, mais aussi plus largement les organismes d'aînés vont pouvoir intégrer ces capsules vidéo-là à leur programme de prévention pour bonifier leurs actions de sensibilisation auprès de la population aînée ou de la population en général. Donc, les capsules vidéo proposent 5 scénarios qui sont réalisés dans une esthétique de faux documentaire, comme si les personnes aînées étaient invitées sur un plateau pour parler de leur couple, de leur histoire d'amour et de la façon dont elles ont vécu la pandémie et le confinement. On voit l'arrivée des protagonistes, le moment où on les accueille, quand les techniciens leur installent les micro-cravates et qu'ils se font maquiller. Dans chacun des cas, graduellement, on sent le ton amusant qui se transforme en rire jaune, en sourire forcé, en sentiment de malaise. On voit alors apparaître la violence conjugale. Dans ces capsules, on ne voit pas seulement la personne qui subit de la violence, mais aussi la personne qui en commet, sauf dans le scénario de Maryse où elle est seule. On voit que les personnes, on voit aussi que ces personnes ayant un comportement violent peuvent avoir l'air sympathiques, ce qui contribue à démystifier le fait qu'elles ont toujours l'air méchantes ou que c'est écrit dans leur visage qu'elles commettent de la violence. Alors, je vous présente la capsule de Charlotte et Yvon. Nous n'entendons pas le son par contre. Pourtant, j'ai bien partagé avec le son. Si j'arrête, que je repartage. Oui. Partage également l'audio. Je n'entends toujours pas le son, malheureusement. Peut-être prendre. Ah, ben écoute, tant pis. Mais sinon, on pourrait mettre le lien pour que les Oui, participantes puissent plus tard aller visualiser le tout. certainement. Bon, mais je l'ai à la fin de la présentation. Parfait. Ici, voilà. On va poursuivre alors. Donc oui, ici, on revient, voilà. Alors, on a plusieurs scénarios, on en a 5. Dans le scénario de Charlotte et Yvon, c'est vraiment plus une situation d'urgence où la personne va être amenée à appeler les services policiers. Puis c'est beaucoup de la violence physique qu'on voit, physique, psychologique et du contrôle qu'on voit dans ce scénario-là. Sinon, on a aussi le scénario d'Hélène et Ricardo. Donc, Hélène, c'est une femme aînée qui subit de la violence psychologique et du contrôle de la part de son conjoint Ricardo, qui est professeur émérite à l'université. Ce dernier va dénigrer l'apparence physique d'Hélène et va développer un sentiment de jalousie. Hélène est au bout du rouleau, craint de perdre tous ses acquis, mais décide d'appeler en cachette un organisme en violence conjugale. Il y a aussi Maryse et Simon. Maryse est une femme aînée qui subit de la violence sexuelle, physique et psychologique de la part de son conjoint Simon. Ce dernier demande à Maryse de reproduire des scènes sexuelles qu'il a vues sur le web et la dénigre. Maryse fait ce qu'il veut pour avoir la paix, mais la situation revient toujours et vite. Donc, Maryse va consulter le site web d'un organisme en violence conjugale et va se reconnaître dans les informations présentées et décider d'y faire appel. Il y a Maria et Robert. Maria est une femme aînée originaire de la République dominicaine. Elle vient s'installer chez son conjoint Robert au Québec. Ce dernier fait tout pour qu'elle ne manque de rien. Robert manque de confiance en lui et craint que Maria le quitte. Il l'isole de sa famille, ne veut pas qu'elle sorte. Il la menace de lui couper les vivres. Donc, il exerce une violence psychologique et un contrôle sur Maria et trouve un organisme en violence conjugale pour aider son couple.
Et finalement, il y a Jean et Lucie. Lucie est une femme aînée, proche aidante, violente psychologiquement et physiquement, puis négligente envers Jean, son mari, en perte d'autonomie physique. Ce dernier se déplace avec un déambulateur, est plus lent, moins habile. Il a besoin d'aide dans ses activités de la vie quotidienne. Lucie se sent de plus en plus fatiguée, stressée et en vient à abandonner Jean. Et ce dernier rencontre un pharmacien qui va l'orienter vers un organisme en violence conjugale. Dans la trousse qui accompagne les capsules vidéo, sous chacun des scénarios, vous allez trouver des points de discussion à aborder avec les personnes aînées ou les intervenants en violence conjugale qui participent aux activités de sensibilisation. Et pour votre activité, vous pouvez sélectionner une ou plusieurs capsules vidéo puis en discuter des différents types, formes et manifestations de violence conjugale. Vous pouvez aussi mentionner aux participants que s'ils veulent en connaître davantage, il y a 5 capsules vidéo disponibles. Donc, c'est vraiment un outil pour ouvrir la discussion, pour réfléchir et démystifier la violence. Qu'en est-il des conditions de succès à la diffusion des capsules? Bien, que vous choisissiez l'une ou l'autre des façons de diffuser les capsules vidéo, la promotion, l'implication du milieu, le suivi moyen-long terme sont des éléments essentiels pour favoriser la sensibilisation escomptée. Plusieurs pistes pour y arriver. Multiplier les activités ou les temps de diffusion des capsules vidéo pour sensibiliser le plus de personnes possible. Organiser des journées thématiques ou des discussions sur la violence conjugale chez les personnes aînées régulièrement pour vous assurer que les divers intervenants reste alerte à celle-ci au fil du temps. Pour vous aider dans la diffusion des capsules, il y a la trousse d'implantation qui a été élaborée, dans laquelle vous allez trouver toute l'information pertinente comme des prérequis à la diffusion, là où les personnes ressources, les ressources matérielles à prévoir et des documents imprimés qui accompagnent les capsules vidéo, donc les annexes de la trousse, dont des fiches d'activité qui présentent différentes façons de visionner les capsules, des messages clés, des interventions pour prévenir et contrer les violences conjugales, des ressources d'aide, une affiche pour promouvoir des activités ou des temps de visionnement des capsules vidéo qui peut être modifiée et des cartes à remettre aux participants lors des activités de sensibilisation. Donc, on peut voir ici la personne ressource, les types d'utilisation et déroulement. Vous avez vraiment à choisir votre façon de faire puis à suivre la feuille d'instruction. Les messages clés qui s'adressent aux personnes aînées violentées ou aux personnes aînées ayant un comportement violent ou aux personnes témoins de violence pour favoriser une prise de conscience et une connaissance des possibilités d'action accessibles. Ils peuvent être utilisés par les intervenants en violence conjugale lors des activités de sensibilisation. Il y a aussi les interventions pour les intervenants en violence conjugale, pour les personnes aînées, mais aussi pour les personnes témoins. Les cartes, donc les affiches aussi pour faire des événements et de diffusion des capsules vidéo. Les ressources aussi disponibles. Donc, parler de ces ressources-là peut aussi aider les personnes aînées à prendre le téléphone par elles-mêmes et à vérifier certaines informations. Et qu'en est-il de l'appréciation des capsules vidéo? Donc, les 32 personnes qui ont participé aux rencontres de visionnement ont partagé plusieurs commentaires, dont très intéressant d'avoir le point de vue des personnes auteurs de violences, c'est rare. Côté très humain de la vidéo, ça vient chercher des émotions, ça m'a amené à m'identifier à leur histoire. C'est quelque chose qu'on ne retrouve pas nécessairement dans les autres outils vidéo existants pour la violence conjugale. La prise de vue est captivante pour le public. Les acteurs sont attachants et jouent bien leur rôle. Je croyais qu'il s'agissait d'un vrai couple au début du premier vidéo. Je n'hésiterai pas à les partager sur les réseaux sociaux. Donc, on peut dire que les capsules vidéo peuvent contribuer à sensibiliser les personnes aînées, les intervenants à la violence conjugale chez les personnes aînées, à ses conséquences et aux moyens de la prévenir et de la contrer. Et le CCEG et ses partenaires peuvent vous accompagner pour accompagner les personnes responsables des organismes en violence conjugale dans l'utilisation ou la diffusion des capsules vidéo, à former et outiller des personnes ressources à l'intérieur des organismes, à organiser des activités de sensibilisation, puis à présenter une conférence sur le thème de la violence conjugale chez les personnes aînées notamment. Puis il y a d'autres formations qui peuvent être disponibles aussi selon les besoins. Un dernier élément essentiel, le lien vers les capsules vidéo et la trousse d'accompagnement et le lien vers le rapport de recherche complet. Alors, je vous remercie pour votre écoute. Puis pour la prochaine présentation, en fait, on va pouvoir entendre Maude Dessureau. Donc, on aura l'honneur de l'entendre pendant qu'il nous partage tranquillement son projet. Je pourrais déjà vous dire quelques mots sur Maude. Donc, elle va nous présenter son projet. Vous voyez le titre à l'écran. Je ne le répète pas. Mais Maude Dessureau est infirmière donc, et professeure-chercheur au département de sciences infirmières de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Ses projets de recherche concernent des enjeux touchant les personnes aînées demeurant dans des milieux de vie collectifs, comme les résidences pour aînés et les centres d'hébergement et de soins de longue durée.
Les interventions de réminiscence sont au cœur de plusieurs de ces projets, dont le projet qui vous sera présenté, très dynamique, très intéressant. Donc, j'ai bien hâte d'en entendre davantage. Je n'en dis pas plus. Je vous cède la parole pour les 30 prochaines minutes. Je ne vous entends pas. C'est peut-être... Voilà. Je suis Oui, désolée, j'ai comme tout fait ça, j'ai oublié de mettre. aucun souci. Donc, c'est parti. Alors, ben, je vais commencer par dire que je suis vraiment très heureuse d'être ici avec vous. Et puis, effectivement, c'est un grand projet qui s'appelle Au long effet, acceptabilité et faisabilité d'un programme de réminiscence en modalité virtuelle visant à atténuer les conséquences de l'isolement social en période de confinement chez les personnes aînées en résidence. Mais pour le reste de la présentation, je l'appelle tout simplement projet Réminiscence. Je l'appelle de toute façon au quotidien, on l'appelle toujours projet Réminiscence. Donc, mon nom est Dessureau. Je suis évidemment la chercheuse principale de ce projet. Mais c'est ça. Bon, parfait. Je vais juste mon petit clicker. Donc, je vous propose une présentation avec un plan tout à fait classique. Et je commence par souligner le fait que je suis seule ici aujourd'hui, sauf qu'il y a toute une équipe derrière moi. Là, ici, vous avez la diapo la plus chargée de toute ma présentation parce que je trouve que c'est vraiment, vraiment important pour moi de nommer toutes les personnes qui ont travaillé avec moi pour le succès du projet Réminiscence. Alors, premièrement, on va commencer par parler du contexte et des besoins qui étaient liés au projet Réminiscence. Alors, bien sûr, hein, vous le savez, c'était dans le cadre d'un programme d'action concertée. Et bon, dans les programmes d'action concertée, il y a souvent hein, plusieurs axes, besoins thématiques identifiés. Moi, ce qui est arrivé, c'est que bien sûr, Mme Gendron l'a dit au début, on est en contexte encore de pandémie mondiale. Et moi, quand j'ai vu l'appel à projet sortir, je venais tout juste d'obtenir mon doctorat. C'était tout à fait frais fait, là, je l'avais entre les mains, de mai 2020. Et je me suis j'ai encore beaucoup de liens avec le milieu clinique. Donc, je suis allée voir mes partenaires des milieux cliniques en leur disant, regardez, il y a cet appel à proposition-là. Moi, j'enseigne les personnes âgées. Mon projet de thèse était sur les personnes âgées, mais je voulais vraiment leur avis de dire, vous qui êtes sur le terrain en pleine pandémie, quel est le besoin thématique qui est prioritaire pour vous dans cet appel à proposition-là? Spontanément, ils m'ont dit, nous, c'est l'isolement social. En fait, l'appel à projet parlait d'isolement physique et social. Eux, ils ont dit, nous, c'est vraiment l'isolement social. Oui, ils ont de l'isolement physique, évidemment, mais c'était l'isolement social qui leur parlait beaucoup parce qu'ils me disaient, nous sommes extrêmement démunis, on ne sait pas ce qu'on peut faire pour l'isolement des personnes aînées, l'isolement social. Alors moi, je suis repartie avec ça, avec mon œil de professeur-chercheur en me disant qu'est-ce qu'on a à offrir dans mon champ disciplinaire. Je suis infirmière à l'origine, j'ai un doctorat en sciences infirmières, donc qu'est-ce qu'on a à offrir? Et je suis tombée sur les interventions de réminiscence. Alors, les interventions de réminiscence, essentiellement, de manière très vulgarisée, c'est l'évocation de souvenirs autobiographiques, donc de souvenirs personnels. On raconte sa vie, finalement, quand on fait de la réminiscence, des interventions de réminiscence, essentiellement, si on les fait en groupe, bien, il y a une animatrice ou un animateur, bien sûr, qui va prendre un thème de souvenir. Les aînés sont là, ils discutent ensemble. Donc, la littérature est très claire que la réminiscence peut être très bonne en situation d'isolement social parce que l'isolement social a des conséquences extrêmement néfastes pour les aînés au niveau de la santé physique, au niveau de la santé mentale. Ça entraîne une spirale de décompensation physique, une perte d'autonomie qui s'ensuit, mais souvent, c'est tout à fait relié avec l'effet psychologique très fort sur la santé mentale, en fait, de l'isolement social. La réminiscence qu'elle vient faire, c'est qu'elle vient créer une occasion de socialisation. Elle peut aussi agir sur les symptômes dépressifs. Fait que je trouvais qu'il y avait une belle opportunité de travailler avec la réminiscence. Donc, mais là, on part avec l'idée de la réminiscence. On dit, OK, super. Sauf que là, on est en contexte de confinement. Le concours nous demande des solutions en confinement. Puis là, ça a été l'idée de se dire, est-ce qu'on peut penser? Là, j'ai appelé d'autres partenaires dans le milieu. Madame Gendron l'a dit au début, moi, ma recherche, c'est beaucoup, beaucoup dans la communauté, dans les milieux de vie. Donc, les RPA, le soin à domicile, c'est dans les CHSLD maintenant aussi. Mais là, du côté des RPA, beaucoup de mes projets sont RPA. Donc, j'ai communiqué avec un partenaire en lui disant, écoute, j'ai cette idée-là. Est-ce que ça a l'air faisable? Est-ce que ça a l'air jouable de faire des activités de réminiscence?
mais en virtuel. Donc, on parle d'avoir des tablettes électroniques, mettre Zoom, tout ça. Puis lui, il m'a dit, ben, je pense que oui. Lui, il trouvait ça intéressant. Puis en plus, il me dit, mais ce qui serait vraiment cool, c'est que tu ajoutes des proches là-dedans. Puis là, j'ai fait, quelle excellente idée. Donc, avoir quelqu'un qui anime à distance des rencontres de réminiscence avec des aînés, des proches réunis ensemble sur un thème de souvenir. C'était ça l'idée. La littérature nous fournit déjà des guides d'intervention de réminiscence, mais pour des rencontres en présentiel. Et encore, il faut fouiller. Il y a beaucoup de choses qui existent, mais ce n'est pas toujours bien fait, ni bien détaillé, ni bien adapté pour accompagner quelqu'un qui voudrait faire ces interventions-là sur le terrain. Fait qu'essentiellement, le but, c'était de pouvoir à se préparer, donc préparer un manuel d'intervention de réminiscence en modalité virtuelle, mais aussi avec la volonté d'inclure des proches, puis avec la volonté aussi de personnaliser parce que de personnaliser avec, bien sûr, ça c'est connu en réminiscence, on peut utiliser, la réminiscence souvent est accompagnée de photos anciennes, de vidéos anciennes, même d'objets, on peut accompagner d'objets, d'odeurs qui vont stimuler, tout ce qui peut en fait stimuler les souvenirs. Bien, sauf que là, on est en modalité virtuelle, on prend les éléments de stimulation qu'on peut, les photos, ça va, les vidéos aussi. Et là, moi, j'ai vu une émergence dans les dernières années, on a maintenant beaucoup accès aux banques publiques de photos. Et là, parce qu'il y a certains aînés qui n'ont pas beaucoup de photos, donc on peut leur demander de partager en réminiscence leurs photos personnelles s'ils le veulent, mais il y en a qui n'en ont pas beaucoup. Donc, vient à la rescousse de ces gens-là, les banques publiques. Alors là, ce qu'il faut faire, il faut juste préparer notre intervention. Donc, nous, on a fait ça, on avait personnalisé en connaissant bien les personnes qui allaient participer pour leur histoire de vie, puis être capable d'ajouter des photos de banques publiques à notre animation. Le but du projet, le cœur du projet, c'est de dire là, on monte ça, on va tester l'acceptabilité, la faisabilité et les effets préliminaires parce que c'est une première étape, on met à l'essai quelque chose de nouveau, donc effets préliminaires. Et ensuite, on ajustera nos produits et on essaiera de pouvoir diffuser les fruits là, de notre travail. Alors, c'est ça qu'on fait, entre autres aujourd'hui, la diffusion des fruits de notre travail. L'intervention en tant que telle qu'on a choisi, on s'est largement inspiré d'un manuel qui avait été, c'est pas un manuel, c'est un programme de réminiscence fait par Cynthia Stinson, c'est une infirmière américaine. Elle avait fait un programme en 12 rencontres sur 6 semaines. Ce sont des rencontres d'une heure. Elle faisait ça avec des personnes âgées qui avaient des symptômes dépressifs avec un bon taux de succès. Sauf que c'était un programme avec suffisamment d'informations pour qu'on puisse l'adapter, le peaufiner, l'adapter à une modalité virtuelle. Donc, on a proposé, nous, un programme de 2 rencontres d'une heure par semaine en Zoom pendant 6 semaines à des personnes âgées et leurs proches. Bon. On a réussi on a recruté moins de proches qu'on pensait parce qu'on s'est rendu compte que ce n'est pas tous les proches qui étaient avec une volonté d'engagement, parfois envers leur aîné, de disponibilité. Bon, mais on a eu 4 proches, mais on était très heureux de la contribution de ces 4 proches-là. On a préconisé un petit échantillon. La raison étant que là, vous imaginez bien que là, la chercheuse qui essaye de recruter des RPA pendant la pandémie de COVID, parce que là, on comprend que la pandémie, pour monsieur, madame, tout le monde, en 21-22, elle avait l'air finie, mais je vous garantis que dans les RPA, elle n'était pas terminée. Donc, puis on s'est dit, c'est correct, c'est comme un projet pilote. Donc, 2 RPA, une en milieu urbain, une en milieu rural. Je précise que c'était des OSBL d'habitation aussi. Donc, ce sont des résidences sans but lucratif dans les 2 cas. Et je souligne au passage l'âge médian des participants, 89 ans, 90 ans. C'est une donnée dont je suis particulièrement fière d'arriver à faire de la recherche avec des aînés très âgés. Et vous avez tous les détails dans mon rapport de recherche sur il y a plus de détails sur ces personnes-là, là, qui étaient-elles dans mon rapport de recherche. Puis, on avait bien sûr 2 interventionnistes parce qu'on en a une qui s'est chargée d'animer 2 groupes de réminiscence dans la résidence urbaine et l'autre faisait la résidence rurale, 2 groupes. On fait des petits groupes, je vais vous expliquer pourquoi plus loin. Les résultats, donc je vais vous parler rapidement ce qui appuie l'acceptabilité de cette intervention-là finalement, les avantages et effets perçus par les personnes et je vais m'attarder beaucoup plus pour aujourd'hui selon probablement vos intérêts, tous les faits saillants de la faisabilité, c'est-à-dire quand on veut répliquer ça, etc., est-ce que c'est faisable, puis qu'est-ce qu'il faut, de quoi il faut tenir compte finalement. Donc, l'acceptabilité a un fort succès, là, très, très, très grande appréciation, une très faible attrition, ça veut dire que les gens y restaient dans le projet, là.
le caractère pratique aussi, et une volonté de participer à nouveau. Puis là, tu dis, on a réussi à les tenir pendant 12 rencontres, pendant 6 semaines. Ils ont 90 ans et plus. Et oui, et il y en a qui en auraient pris, il y en a qui en auraient pris encore. Et j'ai mis une petite bulle de nuage qui est écrit, dans laquelle il est écrit savoir utiliser une tablette, c'est facultatif, c'est l'installation qui compte. Oui, parce qu'au début de ce projet-là, rapidement, on s'est rendu compte, dès le recrutement, on s'est rendu compte que les aînés étaient comme très favorables au projet à condition qu'il n'y ait pas à toucher à la tablette. Et c'était généralisé. Puis même notre partenaire lui disait, ben voyons donc, on va laisser, on a même fait des tests. On laissait la boîte disponible avec les tablettes en disant s'il y en a qui veulent la tester. Ce qu'on faisait, on leur a tous fait faire les entrevues pré-intervention en Zoom pour qu'ils puissent voir qu'est-ce que ça fait un Zoom, etc. Ils étaient tous confiants et satisfaits avec ça, mais il n'y a personne qui voulait toucher aux tablettes. Donc, nous, on a établi, dans le fond, quand on a offert l'intervention, on avait bien sûr une personne interventionniste à distance qui animait les rencontres et on avait toujours une personne ressource sur place qui faisait l'installation des personnes. C'est pas compliqué, on a un aîné à un moment qui a dit aujourd'hui, je vais avoir un appel très important, je n'aurai pas le choix de répondre si cette personne-là appelle pendant la rencontre. Pouvez-vous me dire comment fermer et allumer le volume? C'est la seule et unique fois. Après, on faisait des rappels. Non, je ne veux pas savoir comment ça marche, ça fonctionne très bien. C'est ça qu'il répondait. On est allé avec ça. Fait que oui, en fait, ça peut être très acceptable une tablette si on aide. Hein? Si on installe, on aide, c'est très acceptable pour eux. Les avantages, il y a beaucoup de détails dans le rapport. Là. Vous pourrez aller, j'ai beaucoup de verbatim, mais entre autres, les aînés ont apprécié les effets qu'ils ont perçus sur leur mémoire. En fait, c'est beaucoup le rappel de souvenirs. Donc, les aînés racontaient beaucoup de souvenirs, puis une dame, à un moment donné, elle disait, plus qu'une, disait, mais c'est parce que le lendemain, il y a d'autres souvenirs qui me reviennent, puis je me dis, hey, j'aurais pu aussi parler de ça. Et ça, c'est documenté. La littérature est claire là-dessus, mais on a vu qu'on avait aussi cet effet-là, même en Zoom, on l'a, cet effet-là, l'effet de rappel sur des souvenirs autobiographiques. C'est sûr que ça aide à la socialisation aussi, rencontrer des gens, connaître les gens avec qui on habite. C'est quelque chose qui revient beaucoup. Les proches ont apprécié connaître les personnes qui habitaient avec leur aîné, donc c'était intéressant. Les proches ont souligné, j'ai aimé cette observation-là, ils ont vu en fait que dans les rencontres de réminiscence, ce sont les aînés qui se racontent. Le proche, il est là pour alimenter le souvenir en disant, te rappelles-tu, maman, par exemple, à Noël, tes biscuits, on allait en voler en cachette, on se relevait, puis là, ça te choquait. Puis, ils sont là pour stimuler et complémenter, mais ce ne sont pas eux qui ont le tour de parole, en fait, là, globalement. Donc, les proches ont apprécié assister à ça, ajouter leur petit grain de sel, mais surtout voir que leur aîné avait une participation active et était valorisé par cette intervention-là. Ça a donné comme ça, on a eu 2 participants qui ont souligné qu'ils étaient nouvelles dans leur RPA et cette activité-là leur avait permis de mieux s'adapter en faisant connaître les autres personnes et donc ça crée des liens d'amitié aussi à force de faire ces rencontres-là. Puis finalement, on a assisté à des mises en action, c'est-à-dire qu'à la fin du programme, quand c'était terminé, bien, il y en a il y a des participants qui disaient, bien là, moi j'ai une idée, par exemple, on va continuer, on va faire d'autres activités. C'est pas vrai qu'on va arrêter maintenant qu'on a commencé à faire des activités ensemble. Il avait trouvé d'autres solutions, d'autres activités qu'ils pouvaient continuer de faire ensemble. Fait que ça a des avantages quand même fort intéressants. Faisabilité. La faisabilité, résumons simplement en disant que c'est tout à fait faisable, on l'a fait, OK? Donc, mais il faut aller plus loin que ça dans notre analyse, c'est sûr. Est-ce que ça se fait? Oui, mais est-ce que ça demande des ressources? C'est sûr que oui. Je vais y revenir plus tard. Je vais commencer par les aspects, dans l'ordre que j'ai mis là, les aspects de la vie personnelle. Ça me fait un peu sourciller. La littérature va souvent dire que n'importe qui peut animer des rencontres de réminiscence et je ne suis pas d'accord avec ça, ni mes interventionnistes, ni les personnes avec qui on a fait le projet. Il faut savoir être capable d'intervenir adéquatement quand un élément de la vie personnelle de ces aînés-là va apparaître dans la rencontre. On est là pour parler des plus beaux souvenirs des gens, mais comme il y a des liens qui se créent, puis que comme souvent la rencontre commence à « Bonjour tout le monde, ça va bien? » Je vous garantis qu'après le « ça va bien », si ça va pas bien, non, ça va pas bien. Mon beau-frère est décédé cette nuit. Boum! OK? Donc, on ne peut pas
ça prend quelqu'un qui est capable de réagir face à ça. Et il y a différentes intensités de choses comme ça qui peuvent être rapportées par les participants. Donc, puis là, vous comprenez aussi, j'ai un détail que j'ai oublié de vous mentionner, c'est que moi, à la réminiscence, nos participants, c'était des gens qui n'avaient pas d'atteinte cognitive ou atteinte cognitive légère. Tout le monde était quand même dans des RPA avec un niveau d'assistance à l'autonomie qui était léger. Donc, et des pertes cognitives, il y en a qui avaient des pertes cognitives, c'était somme toute léger. C'est pour ça aussi que c'est des gens qui peuvent partager toutes sortes de choses. La réminiscence, ça peut exister aussi avec des personnes qui ont des déficits cognitifs. C'est un autre sujet, j'en parlerai plus tard. Faut connaître, quand je dis que ce n'est pas n'importe qui, c'est la dynamique des groupes. Ça prend une formation pour être capable de gérer un groupe. Il faut tenir compte du moment où on offre l'activité. C'est extrêmement important. Déjà là, vous avez avec mes propos depuis tantôt, vous comprenez que nous, on est arrivé forcément avec un clé en main. J'aurais vraiment beaucoup aimé être capable de dire, ah tiens, j'accompagne la résidence qui va mettre à l'essai. C'était pas possible. Ils sont tous en pénurie de main-d'œuvre. J'étais déjà contente qu'ils m'ouvrent la porte et me permettent d'entrer. Ils ont tous été super au niveau de. Ils m'ont aidé au recrutement par contre. Ils m'ont aidé à réfléchir à des éléments comme ça. À quel moment tu veux faire ça? Nous, ça serait mieux plus le matin. L'autre, c'était plus l'après-midi. Donc, ils ont vraiment collaboré, mais on ne pouvait pas arriver et dire, là, regardez, ça va être vous qui allez être les participants actifs de ça parce que ça n'aurait pas été possible. Le contexte d'intervention, c'est la même chose. C'est à qui on va demander, dans le fond. Nous, on avait nos interventionnistes, mais c'est ça, les interventionnistes, nous, ils étaient externes au milieu, mais ça peut se faire avec des gens de l'interne. Mais il faut être capable de savoir que ces interventions-là vont demander, il y a le temps de rencontre, mais il y a tout le temps de préparation qui vient avant qu'il ne faut jamais négliger. Et puis, là, nous, en recherche, nos interventionnistes étaient bien parce qu'on faisait la préparation en recherche, c'est-à-dire elles avaient un PowerPoint, les photos étaient déjà dessus, les liens vidéo étaient déjà prêts, tout était prêt pour elles, mais c'est sûr que ça prend dans la faisabilité, ça prend un investissement de temps. Par contre, si quelqu'un décide d'implanter ça dans son milieu, à un moment donné, moi, je l'ai vu parce qu'en recherche, on a poussé plus loin ce projet-là. J'ai eu d'autres initiatives, puis on table sur ce qu'on a déjà préparé de matériel parce que souvent, les gens d'une région ont des souvenirs publics assez communs. Alors, on peut réutiliser si la personne vient, ah, j'ai un nouveau groupe, oui, mais ils viennent de la même paroisse que l'autre groupe. Ben voilà, les photos publiques sont bonnes encore. Donc, c'est une intervention quand même on est capable de tabler un petit peu sur ce qu'on a déjà de prêt. Fait que c'est moins pire, c'est pire la première fois, moins pire ensuite. Nombre de participants, petit groupe. Ce n'est pas une activité qu'on peut donner en grand groupe parce qu'ils adorent parler de leurs souvenirs. Ils veulent du temps de parole, puis ils vont rapidement trouver ça injuste, évidemment, s'ils n'ont pas pu dévoiler tous les souvenirs qu'ils voulaient dévoiler. Alors, je vous le dis, 3, 4, maximum 3, 4 aînés, parce que sinon, il manque de temps. Fait que ça, c'est nos résultats de faisabilité. Ici, vous avez à l'écran, c'est une petite animation qui se fait. Ça, c'est le site web du projet Réminiscence où on a regroupé tout ce qu'on avait à vous offrir. C'est-à-dire que, en fait, vous avez une section pour vous expliquer les origines du projet. Simplement, de manière assez vulgarisée, pourquoi on a développé ce projet-là, tout l'historique, les cibles, parce que, bon, ça, si vous devenez un petit peu intéressé à la réminiscence, puis peut-être qu'il y en a parmi d'entre vous qui ont déjà ces connaissances-là, avec, sans psychothérapie, aîné cognitif, aîné pas cognitif, bon, etc. Fait qu'on vous positionne. Nous, évidemment, c'est sans psychothérapie, de groupe, et on a été préparer des choses pour des personnes sans atteinte cognitive ou avec atteinte cognitive légère. Donc, ça positionne les cibles de ce qu'on a développé. On a une autre section où c'est notre matériel d'intervention. Là, vous avez accès, vous pouvez avoir gratuitement accès à nos manuels d'intervention. Il suffit de remplir un questionnaire. Pourquoi? C'est parce qu'on veut garder une trace pour être capable de vous envoyer les mises à jour. C'est un produit de la recherche, donc c'est appelé à évoluer. On vous donne quand même un petit aperçu en vous fournissant la table des matières du volume en 12 rencontres pour que vous puissiez voir un petit peu qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Probablement, c'est du matériel de formation et d'intervention. Vous voyez, ça, c'est un extrait que vous avez à l'écran là, sur, par exemple, une activité. Vraiment, l'animation est pas à pas. C'est un guide qui a été pensé vraiment, on a même des scripts suggérés. Ce sont des scripts suggérés, mais ça donne même une idée de comment on anime, quels mots on peut prendre, comment on peut animer nos rencontres.
Et finalement, ben, c'est ça, on a une liste de diffusion parce qu'on espère être capable de mettre le volet formation en petite formation en ligne qui serait moins long que de lire la section formation de notre manuel. Alors, c'est ça. Fait que vous pouvez vous inscrire à notre liste de diffusion, puis on va vous le dire quand la formation sera là. Ici, vous voyez passer à l'écran des liens. C'est que ce sont des liens. On vous partage où est-ce qu'on a trouvé des belles photos sur des passionnés d'histoire, sur Banque nationale, Banque et Archives nationales du Québec, Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Vous avez également vu passer là, un petit, ça défile tout seul, mais vous avez des liens vidéo de musique qu'on a testé, que nos aînés avaient choisi, nos participants aînés avaient choisi. Donc, des beaux vidéos de Michel Louvain et compagnie. Et finalement, à la fin, vous avez vu, il y avait peut-être un PowerPoint à télécharger. C'est comme un gabarit de PowerPoint qu'on a déjà utilisé. Puis finalement, ben, vous avez la composition de l'équipe de recherche. Puis sur cette page-là, ben, à la fin, vous avez un lien vers notre programme, ben, le rapport de recherche, puis un autre article qu'on avait publié en anglais. Et vous avez le code QR ici que vous voyez. Si vous le scannez, vous allez arriver sur la page Projet Réminiscence, puis dans le bas, vous avez le lien vers le projet Réminiscence. Donc, ça, c'est vraiment nos produits qu'on a fait dans ce projet-là. Donc, c'est sûr que c'est une belle contribution. Sinon, en tout cas, nous, on est fiers du temps qu'on a mis là-dedans et de ce que ça a donné. Et maintenant, les autres contributions, eh bien, c'est sûr que d'un point de vue de l'avancement des connaissances, bien là, d'avoir été testé une nouvelle modalité, la modalité virtuelle, le fait qu'on ait pris aussi beaucoup de matériel de banque publique, de photos, qui est fortement apprécié, c'est sûr que ça, c'est un ajout de connaissances par rapport aux interventions de réminiscence, par rapport à ce qu'il y a dans la littérature, où est-ce que souvent, on va dire, ben, on prend les photos des gens, etc. Donc, ça, c'est une contribution intéressante. Les participants cibles aussi des programmes de réminiscence et l'inclusion de proches. C'est sûr qu'inclure des proches, c'est original, c'est une contribution originale au programme. Les participants cibles, c'est parce que la littérature est beaucoup plus forte niveau programme de réminiscence pour personnes avec atteinte cognitive. Alors, le fait que nous, on ait ciblé des personnes sans atteinte cognitive, ça fait quand même une contribution là, plus significative à la littérature. Et finalement, les défis de la recherche avec les 85 ans et plus, ça, c'est quelque chose parce que ça fait partie, là, je vais vous en parler plus tard, mais ça explique entre autres certaines limites du projet, c'est qu'il y a des défis. On a adoré faire de la recherche avec des 85 ans et plus, puis j'en referai n'importe quand, j'en fais encore. Mais c'est ça. Puis, tellement que ces défis-là, moi, j'ai ça sur la table. J'ai même du matériel pour écrire un article scientifique là, sur les défis de la recherche avec les 85 ans et plus. Il y a beaucoup de trucs à réfléchir là-dessus, notamment parce que les outils qu'on utilise, souvent, ils vont dire, ah, c'est un outil de mesure standardisé. Oui, mais il a été testé avec des personnes de 70 ans, 65 ans, puis là, on arrive, on l'administre à une personne de 85 ou même de 95 ans. Ça ne se passe pas de la même façon que ça serait supposé se passer parce que forcément, la personne est plus âgée. Donc, il faut penser aux outils qu'on choisit, mais l'adaptation des outils déjà existants aussi. Donc, ce projet-là, c'est comme une donnée secondaire fort intéressante là, que ça nous a permis de voir. Maintenant, ici, je vous ramène dans le rapport de recherche, j'ai mis en lumière des pistes d'action, en fait, pour réfléchir suite à ce projet-là. Piste d'action 1, créer des programmes soutenant les activités sociales dans les milieux de vie collectifs pour personnes aînées en perte d'autonomie. Là, pourquoi on a mis ça? C'est parce que ce projet-là nous a permis, ben lui, et je vous dirais, et d'autres projets aussi à côté, là, ça nous a vraiment permis de constater que les aînés en RPA, bien souvent quand ils sont en RPA, c'est que il y en a beaucoup que c'est parce que le réseau social est moins important que ce qui était avant. Puis il y en a beaucoup que c'est parce qu'ils composent vraiment avec des limitations physiques, entre autres. Donc, se déplacer pour aller faire une activité à l'extérieur, c'est compliqué, c'est plus comme avant. Ça implique de trouver un transport. Il y a vraiment une complication. Puis, ce qui fait que leurs activités sociales sont beaucoup, beaucoup réduites. Puis, quand j'avais fouillé mon nez sur le web, on se rendait compte qu'il y a des super beaux programmes comme Programme Action Aînée, où est-ce que le ministère met de l'argent pour soutenir des initiatives sur les activités sociales. Mais puis c'est extraordinaire, il faut qu'ils continuent, mais quand on met des initiatives qui favorisent des beaux organismes comme la FADOC, comme les cercles des fermières, comme l'ACFAS, malheureusement, les aînés en RPA, je vous dirais qu'ils nous parlent de ces belles années-là en réminiscence. Oh, quand j'étais membre de la FEAS, on avait-tu du fun, puis on a-tu fait des belles activités? Mais pour eux,
ils le verbalisent comme ça, ils n'ont plus accès à ça parce qu'ils sont plus âgés, parce qu'ils ont plus de limitations. Donc, il faut penser à aller rejoindre ces personnes-là dans leur milieu ou encore les aider à aller faire des activités à l'extérieur. Puis je sais que souvent, les programmes, ils financent les services d'action bénévole, mais des fois, les services d'action bénévole, on a vu des initiatives comme des appels d'amitié. Ouais, c'est parfait, mais si vous saviez le taux de personnes âgées, très âgées, qui ont des atteintes auditives, OK, des déficits auditifs non compensés, ben un appel causerie, ça ne fonctionne pas. Donc, c'est ça. Fait que ça, c'est notre piste de réflexion, la piste d'action 1, là, miser là, sur des activités sociales dans les milieux de vie ou pour aller rejoindre les personnes en perte d'autonomie. Parce que l'aîné actif, il y a des RPA pour aînés actifs et eux, ça va très bien. Mais les RPA pour aînés en perte d'autonomie, c'est autre chose. Piste d'action 2, initier des communications publiques faisant la promotion de la bientraitance par la présence auprès des personnes aînées et le partage d'activités avec elles. Tu sais, aller prendre un café, aller prendre une marche, aller faire un casse-tête ensemble, c'est pas de la proche aidance, c'est tout simplement de la bientraitance envers un aîné proche de nous. Puis les gens, on dirait nous, on a vu vraiment une lacune. Puis ça nous avait même choqué, on l'a écrit dans notre rapport de recherche. Forcément, quand on travaille avec des aînés très âgés, nous, on avait des proches qui étaient eux-mêmes retraités, OK, qui avaient 65, 70 ans. Puis des commentaires se faire dire, écoutez, c'est bien trop ce que vous demandez, là, 12 rencontres de même. Moi, j'ai une vie, puis j'ai des choses à faire. Puis on avait trouvé ça extrêmement triste de voir que l'aînée, là, elle savait que c'était 12 rencontres, puis elle était contente à l'idée que son proche pourrait faire 12 rencontres de réminiscence avec elle. Puis le proche refuse parce que c'est trop demandant de donner 2 heures par semaine, 2 heures par semaine à sa mère. Ça nous a, nous, c'est vraiment venu nous chercher, ce bout-là. Puis on s'est dit que comme société québécoise, hein, on a encore du travail à faire au niveau de la considération qu'on donne à nos personnes aînées, autant qu'on leur accorde. Puis c'est pas des choses compliquées. Là, des fois, bon, on dit je ne saurais pas quoi faire. Ben, aller prendre un café, c'est tout, parler de n'importe quoi. Mais on dirait qu'il y a quelque chose à faire à ce niveau-là, là, pour la bientraitance des aînés. Puis finalement, notre piste d'action 3, là, poursuivre le soutien aux initiatives favorisant l'accès à Internet pour les personnes aînées parce que nous, on s'est organisé pour avoir des tablettes. Mes tablettes électroniques, c'est moi qui les fournissais. C'était 100% autonome. Donc, je fournissais les casques d'écoute, je fournissais les tablettes. C'est des tablettes qui avaient la LTE, pareil, avec Internet, la LTE, comme un cellulaire, en fait. J'étais 100% autonome. Puis ça prenait ça, sinon, je n'aurais pas pu faire le projet. Il y en a que c'est parce que la bâtisse est très ancienne, le réseau n'est pas adapté. C'est tellement de volonté que je peux vous dire que dans l'action concertée, hein, on pouvait donner une compensation. Bien, je peux vous dire que les milieux, ils ont investi leur compensation dans leur réseau Internet. Donc, c'est important de continuer à soutenir ça parce que dans le cas de mes participants, même s'ils étaient très âgés, c'est ce que j'ai discuté tantôt, c'est que mais c'est parce que c'est pas parce on peut avoir besoin d'assistance, oui, pour utiliser la tablette, mais avoir beaucoup de plaisir finalement quand on a cette fameuse tablette-là, puis accès à Internet et tout ça. Donc, mais ça prend accès à Internet. Les limites, je l'ai mentionné, c'est un projet pilote. Donc, on avait un tout petit nombre de participants. C'est sûr qu'on ne peut pas tirer de données d'effet de ce projet-là. Il y a besoin d'être testé à nouveau à plus grande échelle, c'est sûr et certain. On avait une volonté d'avoir des données quantitatives. On a mesuré des données quantitatives avec nos participants, mais comme ils sont un tout petit nombre, il n'y a rien à tirer de ça, sauf un beau descriptif de qui étaient ces aînés-là au niveau de leur bien-être psychologique avant l'intervention, après aussi. Mais ça ne fait que décrire. On ne peut pas tirer des faits en disant, bon, ben notre projet a amélioré leur bien-être psychologique. Je ne peux pas vous dire ça aujourd'hui. Je peux simplement dire qu'on a des très belles données qualitatives, très riches sur leur appréciation. On a des données de faisabilité, mais c'est une limite. Le caractère recherche-action aussi, finalement, parce que peut-être que, c'est sûr qu'on peut se poser cette question-là. Une vraie recherche-action, ça aurait impliqué que mes partenaires d'RPA, ça soit plus investi. Moi, je vous dirais que je suis très contente de toute l'énergie et le temps qu'ils ont pu m'offrir. Leur écoute, leurs conseils, leur temps, non, ils n'ont pas mis les 2 mains dans l'implantation, sauf que moi, je veux dire, faut être réaliste par rapport au contexte que ces milieux-là vivent présentement, de pénurie de ressources, de pénurie même au niveau financier, là, puis souvent, on ne se le cachera pas,
avec le coût, par exemple, tout le monde le sait, là, le panier d'épicerie a beaucoup augmenté. Ben, je vous garantis que quand ils refont le budget pour ça va être quoi le loyer du mois, ben, c'est les loisirs là, qui vont être coupés en premier. C'est sûr et certain que c'est ça qui passe dans les coupures en premier. Donc, il faut tenir compte de ça. Alors, les pistes de recherche, puis je termine avec bientôt avec ça, il ne me reste pas beaucoup de choses à vous partager. Bien, c'est un projet qui a déjà fait des petits. Donc, les 2 points verts, on a déjà une autre action concertée où là, on s'en va utiliser les souvenirs comme vecteur de participation sociale chez les aînés en CHSLD. Donc, c'est une action concertée aussi avec FRQSC, le secrétariat aux aînés, dont je suis très, très, très fière, qui est en cours. On a le projet Racontage qui, lui, a été financé par le Réseau de recherche en intervention en sciences infirmières du Québec, où est-ce que j'ai pu faire une plus courte version du manuel d'intervention et là où j'ai pu tester l'animation des rencontres par des étudiants, étudiantes de sciences infirmières et de psychologie. Et ça s'est terminé au mois de juin. Les résultats sont en analyse, mais évidemment, j'ai une idée préliminaire là, des résultats. Ça a été un extraordinaire succès. Les étudiants ont adoré ça. Les aînés ont adoré ça. Et là, c'est une version plus courte, en 3 rencontres. Il y en aurait pris davantage que 3, mais nous, 3 pour le tester avec des étudiants, c'était suffisant. Ça a été hyper apprécié. Dans le futur, j'aimerais beaucoup continuer le développement du manuel, mais pour considérer les personnes avec les déficits cognitifs modérés à sévères, incluant la manière de déterminer à qui l'offrir, parce que ça aussi, je trouve que ça manque. C'est que souvent, il y a beaucoup d'interventions qui sont proposées pour les personnes aînées cognitives ou est-ce qu'on, pas juste pour en réminiscence, en d'autres types d'interventions aussi, où on manque de précision sur comment approcher la personne pour lui offrir. C'est toute la nuance, hein. On n'impose pas, puis on n'impose jamais de participer à quelque activité que ce soit, sauf que dans le cadre des personnes avec déficit cognitif modéré à sévère, on comprend qu'ils ont moins la capacité de dire non, ça ne m'intéresse pas. Et on en voit beaucoup se faire imposer des choses. Puis je trouve que ça doit être retravaillé vraiment beaucoup, la manière à qui peut en bénéficier le plus finalement. Ceci dit, même au niveau de nos personnes, moi, l'ayant fait avec des personnes qui n'avaient pas de déficit cognitif, il y a quelque chose à faire aussi au niveau. Là, on s'est rendu compte que ceux qui étaient des nouveaux arrivés en RPA, ils ont tous vraiment beaucoup bénéficié de ça, incluant dans le racontage. J'ai un exemple de plus de racontage où est-ce que la personne a clairement dit hey, moi, wow, ça a été super pour m'intégrer ici, donc quelque chose à faire avec ça. Puis finalement, oui, il faut continuer de mesurer les effets des interventions de réminiscence parce que même la littérature a des lacunes, la force de preuve n'est pas très élevée parce que justement, c'est difficile de recruter beaucoup d'aînés, d'avoir une puissance statistique. Donc, c'est un défi. Fait que c'est sûr que dans le futur, ça serait intéressant, mais pour ça, il faut que vous répondiez à mon invitation à aller chercher mon manuel d'intervention et à lever la main pour que vous aussi, vous puissiez tester ces produits-là dans vos milieux. Et puis, éventuellement, ben oui, ce serait très intéressant de pouvoir avoir votre feedback. Puis, on est prête à vous accompagner aussi. Communiquez avec moi, allez sur le site web, puis ça va nous faire plaisir de vous partager nos manuels, puis d'être là pour vous aider si vous avez un milieu, puis vous souhaitez faire comme nous, puis faire vivre la réminiscence aux aînés dans les RPA. C'est tout. Je vous remercie. Merci à vous pour cette présentation plus que dynamique. Puis ce qui est intéressant, moi je le remarque, je suis une littéraire de formation, puis je vois comment vous racontez une histoire, en fait, comme si vous étiez vous-même dans la réminiscence de votre projet. Donc, c'est très, très stimulant comme manière de présenter le projet, très porteur, je pense. J'ai une collègue, je vous le partage, j'ai une collègue, elle dit Maude fait de la recherche habitée. C'est-à-dire que j'habite mes projets et je les transmets de manière habitée. Voilà. J'approuve. Un grand merci à vous deux, aussi à toutes les personnes qui sont parmi nous, qui ont posé des questions. Ça rend toujours les discussions très riches. Puis on aime bien savoir ce qui vous intrigue des projets, est-ce que vous allez pouvoir en ressortir, même qu'on vous invite après nos rencontres de transfert des connaissances à tout de suite réfléchir. Qu'est-ce que je pourrais mettre en application dans mes milieux? À quoi je peux penser? Des toutes petites actions qui ressortent parfois de ce que vous venez d'entendre aujourd'hui peuvent faire une grande
grande différence à long terme. On a parlé beaucoup de sensibilisation aussi aujourd'hui. Donc, je vous invite à y penser, à y réfléchir dès maintenant. Je vous rappelle que vous allez pouvoir trouver les 2 rapports de recherche également. On a mis les liens un petit peu plus tôt dans la conversation. On va aussi vous transmettre l'enregistrement. Donc, si vous avez manqué là, quelque chose, vous allez pouvoir le réécouter. Puis, on vous invite à contacter évidemment Maude Dessureau, Marie-Ève Bédard si vous avez plus de questions. On va également vous envoyer un petit sondage. On aime bien savoir comment vous avez trouvé l'activité de transfert, recueillir vos commentaires également. Donc, on vous invite, si vous avez quelques petites minutes, c'est assez court, à le remplir. Puis, pour le mot de la fin, ben, je pourrais avant tout vous dire que pour le même programme, on aura 2 rencontres en décembre, donc le 5 et le 9 décembre, qui arrivent très, très bientôt. N'hésitez pas à vous inscrire. Si vous ne trouvez pas le lien, tout ça, vous m'écrivez, vous nous écrivez au fond, on vous communiquera le tout. Donc voilà, des communications tout aussi intéressantes à venir. Puis pour le mot de la fin, je laisserai notre partenaire, donc Isabelle du secrétariat aux aînés, nous dire quelques mots, justement, conclure. Merci. Ben d'abord, merci là, pour vos présentations d'aujourd'hui. Merci pour vos travaux là, des dernières années et de votre intérêt là, à faire de la recherche sur les personnes aînées et le vieillissement. Sachez là, qu'on poursuit notre soutien là, à la recherche dans le cadre du plan d'action actuel, hein, le plan d'action gouvernemental 2024-2029, la fierté de vieillir. On continue là, ce partenariat-là avec la communauté scientifique, avec le fonds de recherche. On est convaincus là, que tous ces travaux-là nous permettent vraiment là, nous aident à prendre des meilleures décisions, vraiment nous permettent d'améliorer nos politiques là, et tout ça au bénéfice des personnes aînées. Donc, un grand merci et on se dit à la prochaine.